Bonjour, aujourd'hui nous recevons Bernard Longeon. Bonjour. Bernard, soyez le bienvenu dans les studios de la Glorieuse. Magnifique studio d'ailleurs. Donc Bernard, responsable de la programmation Brassens A7. Donc c'est du lourd, 250 événements. Vous êtes quelqu'un de très complet, enfin bon, les auditeurs vont pouvoir s'en rendre compte, mais surtout vous avez écrit là dernièrement le lexique des amoureux de 7 et vous avez écrit 6 bouquins sur Brassens, dont Les copains de Brassens, Brassens l'enchanteur et dernièrement le dictionnaire Alpha Brassens, un dictionnaire des amoureux d'un poète. Turlupin, pourquoi Turlupin? C'est ce qu'il était en fait. Hein. Il était Turlupin? Et puis il utilisait beaucoup les mots désuets, donc il adorait ça. Oui, bien sûr. Donc vous êtes un expert de Brassens, on peut dire ça comme ça. Voilà, vous avez 70 ans, vous êtes né en Haute-Loire, à Saugues. Au cœur de l'Auvergne. Au cœur de la Margeride, entre la Lozère et la Haute-Loire. Au pays de la baie du Gévaudan. Voilà. Donc 2 filles, 2 petits-enfants. Milieu modeste, père ouvrier forestier, mère femme de ménage. Donc vous m'avez dit que chez vous n'aviez pas de livres. C'est exact, oui. J'ai découvert les livres assez tard. En fait, ma mère était, comme on dit, femme de ménage, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, on utilise des noms un peu pompeux, mais c'était ça. Donc elle faisait notamment le ménage chez un médecin, et c'est là que je suis tombé en admiration devant la bibliothèque de ce médecin. Une belle bibliothèque en chêne, et une belle vitrine avec des reliures d'un autre monde. Et donc je suis tombé en admiration devant ces bouquins. Et j'ai eu l'autorisation de les ouvrir et de les lire. Et donc là j'ai découvert la lecture. Enfin j'ai découvert le livre dans son ensemble. Et je suis tombé amoureux des livres à ce moment-là, je pense. Donc aujourd'hui vous êtes retraité, vous avez été informaticien, mais vous avez fait plusieurs métiers dans votre vie. Vous aviez, donc à 50 ans, donc il y a 20 ans, vous avez décidé de vendre votre entreprise. Absolument. Il y avait 450 personnes, 450 ingénieurs. Donc vous avez travaillé pour la DGE, le renseignement étranger. Vous avez fait du renseignement dans les pays étrangers. Vous étiez un peu agent secret en fait. C'est un grand mot, honorable correspondant. C'est déjà pas mal. Honorable correspondant. Quand on travaille pour la DGSE, c'est quoi? C'est ça, mais il y a du renseignement. Du renseignement. Oui, c'est du renseignement qu'on fait, oui, bien sûr. Du cryptage, décryptage de messages, des choses comme ça. Voilà. Vous n'alliez pas à la pêche au renseignement. Vous cryptiez les messages que s'envoyaient les différents agents français. J'étais aussi porteur de messages parfois. D'accord. C'est plus facile de les porter soi-même. Donc vous connaissez les techniques de self-défense. Donc après, des choses. Après plusieurs années dans l'informatique, vous avez décidé de tout plaquer, d'ouvrir une librairie à Chartres. Absolument, oui. Un vrai magasin. Un magasin physique. Oui, un vrai magasin physique de livres anciens, uniquement anciens bien sûr. C'est ce qu'on appelle la librairie ancienne et moderne. Voilà. Donc les livres d'avant les années, on va dire avant 1960. D'accord. Tout ce qui en amont jusqu'à Gutenberg. Donc vous avez muté la librairie sur Internet. Exact. Et en fait, quand j'ai acheté ce magasin, j'ai aussi développé un site Internet immédiatement, puisque je venais de l'informatique. Et j'étais le premier libraire en France, le premier libraire ancien à ouvrir un site Internet. Et d'ailleurs, j'ai essayé de regrouper tous mes amis libraires, mais j'y suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé à les convaincre. Comment ça se fait? Mais parce que moi j'avais la chance d'avoir cette double compétence, mais tout le monde me disait que j'étais un fou, que jamais on ne vendrait un seul livre sur Internet. Mais finalement, ça ne pouvait pas exister. Il fallait le sentir, le toucher, le livre. Et finalement, ce qui se vend bien sur Internet, c'est ce qui est de grande consommation et ce qui est très rare. Oui, c'est ça. Donc là, vous étiez sur la rareté, donc oui. ça ne pouvait que marcher. La rareté marche très très bien même. Voilà. Parce qu'effectivement, un libraire, c'est un magasin de proximité. C'était un magasin de proximité avant, le magasin. Et vous alliez dans le magasin parce qu'il était dans votre quartier. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez vendre dans le monde entier. Et donc, permettre aux chercheurs, justement, de trouver l'objet rare, aux chercheurs ou aux collectionneurs. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de collectionneurs, d'ailleurs. Ouais. Je dirais que les acheteurs sont plus des collectionneurs que des chercheurs.
Les chercheurs, maintenant, ont à peu près tout sur Internet. Et donc le livre rare marche bien sur Internet? Oui, oui, oui. Ça marche bien. Vous Il a bien marché. Vous continuez? Je continue. Pendant le confinement, ça a bien marché. Oui, oui. Vous vendez combien de livres par jour? Par jour? Oui. Je fais une quarantaine de paquets. Par jour? Oui. Très bien. Oui. Et votre librairie aujourd'hui, elle est à 7? Elle est à 7, oui, oui. Rue Lazare-Carnot. D'accord. Absolument. Donc. Mais c'est pas un magasin physique. Je n'ai plus de magasin physique depuis, Alors, puisqu'on est. depuis une quinzaine d'années. Puisqu'il y a environ 100 000 personnes qui nous regardent, donnez le site internet de votre. Il s'appelle belongeon.com. Belongeon.com. Voilà. C'est votre. Et sinon, je vends aussi par des portails, en fait. C'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui permet de. Parce que être référencé, c'est très compliqué. Donc, je travaille beaucoup avec eBay, par exemple. D'accord. Donc, outre cette activité, vous avez écrit une vingtaine de bouquins donc, sur des sujets un peu très originaux. Donc, un poète auvergnat, Édouard Gazagnon. Tout à fait. Sur. Le poète Montmartrois, en fait, qui était ami de Picasso, de Carco, de tous les gens de Macorlan, en fait, tous les gens de cette époque-là, d'Orgelès, tous les gens des années folles, en fait. Donc vous avez écrit un bouquin sur Colette et sa passion du vin. Oui. Ben, Colette a baigné dans le vin dès l'âge de 3 ans. Son père, qui était député, faisait des campagnes électorales, donc la tournée des bistrots, pour serrer les mains. Il amenait sa fille et elle avait commencé à goûter le Jurançon. Elle a écrit le Jurançon, donc un vin doux, à l'âge de 3 ans. Et puis donc elle n'a jamais cessé. Et elle a même cultivé de la vigne. Quand elle avait sa maison à Saint-Trope, elle avait une vigne. Donc elle élevait du vin. D'accord. Pour ses amis, bien sûr. Donc, outre cette vie très variée, vous êtes sportif, vous aimez la course. J'étais sportif. Vous étiez un petit peu encore. Oui, enfin bon. Vous faites plus de sport? Non, uniquement de la marche. Donc, votre passion, c'était la montagne, Yes. à très haut niveau. Donc, vous avez fait la face nord du Mont Blanc, le Cervin. Vous avez bivouaqué sur la falaise, sur les drues. Oui, absolument. Ce qui est quand même incroyable. C'était une belle expérience. Dans un filet. Ouais. Dans un filet, sur la face du rocher, à la verticale. Il faisait combien? Pardon? Il faisait combien pendant la nuit? Ah, il faisait froid. Moins 40? Non. La face du c'est moins haut, c'est 3005, mais il faisait quand même moins 12, moins 15. Même en plein été. D'accord. Oui, c'est sportif. Et le matin, on se réveille comment? Et le matin, on se réveille, on dort peu, de toute façon. On dort comme sur un bateau, en fait. On dort par tranche de quart d'heure, de demi-heure. Bon, vous avez arrêté la haute montagne parce qu'un copain y a laissé des jambes. C'est ça. Voilà. Vous avez aussi, parce que tout ça, ça ne vous suffisait pas, dans les années 70, vous avez fait des courts-métrages et vous avez adapté un roman de Marguerite Duras. Oui, l'après-midi de Monsieur Andesmas, oui, tout à fait. Et j'ai même eu l'occasion de rencontrer Marguerite à cette occasion-là, qui avait corrigé... le manuscrit? Oui, le scénario. Le scénario? Le découpage, en fait, du film. Ouais. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle avait amené comme... Elle avait amené de la longueur dans le film. Ah. En fait, on avait fait un découpage assez serré, et elle avait créé une scène centrale de 3 minutes, ce qui est très très long pour une scène. Donc elle avait créé ça, et effectivement, ça crée un film tout à fait original. Voilà, qualité pugnace, volontaire, ne lâche rien. Défaut, timide très longtemps et pas assez rebelle. C'est un défaut de ne pas être rebelle? Je pense que c'est de ne pas l'être, oui. Être rebelle est plutôt une qualité pour moi. D'accord. Comme l'était Brassens, par exemple. Brassens était un rebelle libertaire. Donc, oui. Enfin, il était rebelle. C'était un rebelle. C'était un timide aussi. Hein. C'était très timide. Je dirais un timide audacieux. Voilà, un oxymore, quoi. Oui. Voilà, donc, présentation du numéro 941 de La Glorieuse. On revient sur les élections régionales et départementales. On titre La Brune avec un accent, superstar. Vous savez qui c'est la Brune avec un accent? C'est la présidente de la région, comme elle s'appelle. Ah oui, bien sûr, Carole Delga. D'accord, oui, ok. Elle s'appelle comme ça. Voilà, donc nous on titre comme ça cette semaine. Ensuite on revient sur le greenwashing en marche à Montpellier, avec le Graal Garden ou l'Happy Garden Hour. Bon, je vous raconte pas, c'est à découvrir. Et on revient aussi sur Grabels, c'est un petit village au nord de Montpellier. Les élèves du collège s'exilent. Voilà, donc Bernard du tac au tac. Donc on va parler un peu de Brassens. Ok. Alors, Brassens, c'est un peu une dégaine d'ours mal léché, la pipe, la moustache,
le verbe imagé, frondeur, poète, mais une poésie qui est soumise à un carcan métrique, on peut dire ça comme ça. Le culte des C'est vrai copains. qu'il n'a pas, non, il n'a jamais écrit en poésie libre, exact. Le culte des copains, le besoin de solitude, une vie un peu bohème, libertaire, en dehors de toute doctrine établie, un individualisme aigu. Ah oui, forcené même. D'ailleurs, c'est ce qui le différenciait de Ferrat, par exemple. Ouais. Il y a eu des discussions très sérieuses entre deux. L'un qui défendait la liberté collectiviste et l'autre la liberté individuelle. Et donc, voilà. L'un qui défendait les bonhommes, les groupes, les manifestations, et l'autre, non, quand on est plus de 4, on est une bande de cons. Donc, c'est assez intéressant, ça, de point de vue. Individualisme, donc antimilitarisme, anticléricalisme. Il était pourquoi en fait anticléricalisme, mais quand même un sens du sacré. Le sens du sacré, oui, mais c'est pour ça qu'il était anticléricalisme et non anticléricaliste et non pas antireligieux. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour caractériser l'homme. Vous voyez quelque chose à ajouter supplémentaire? Sur Brassens? Oui. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est déjà énorme. Vous avez fait une super synthèse, je trouve. Donc nous sommes entre les deux tours d'une élection départementale et régionale, marquée par l'abstention. Quelles étaient les positions politiques de Brassens? Brassens n'a jamais voté, déjà. Déjà, il a fait exactement ce qu'ont fait la plupart des gens hier, 2 tiers de la population. Donc il n'a jamais voté, il n'a jamais eu de carte d'électeur, et il n'a jamais pris parti pour qui que ce soit, sauf les libertaires, si on peut considérer que c'était un parti, ça n'en était pas un. Mais il a milité chez les anarchistes et chez les libertaires, puisqu'il a écrit lui-même dans Le Libertaire, pendant 2 ans, 1 an et demi, en 47-48. est-ce qu'on peut dire qu'il se désintéressait de l'actualité? Non, il ne se désintéressait pas de l'actualité, mais il ne voulait surtout pas être moraliste déjà, et il ne voulait surtout pas donner son point de vue officiellement dans des interviews. Il ne le donnait jamais, jamais. Alors, il est évident qu'avec sa bande de copains, ils avaient des idées et il les défendait les uns les autres. Mais il ne les exprimait jamais en public. Il a toujours considéré que l'artiste n'était pas là pour exprimer ses idées politiques, qui pouvaient devenir les idées politiques de ses fans, entre guillemets. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui la création de Brassens et le monde d'aujourd'hui? Brassens était un homme de son époque, mais aussi un homme d'avenir. En fait, si on analyse un peu son œuvre, on s'aperçoit qu'elle est intemporelle, puisqu'elle parle encore à des jeunes aujourd'hui. Quand on écoute La mauvaise réputation chantée par des rappeurs, ça leur parle comme si elle avait été écrite par eux, ou comme si elle avait été écrite hier. Donc il a cette double force d'avoir été l'homme de son temps, alors qu'il disait qu'il n'était pas de son temps, que lui disait qu'il était plutôt moyenâgeux, qu'il était plutôt un admirateur de François Villon, par exemple. Troubadour, un peu troubadour. Il a un côté troubadour. Il a un côté troubadour, donc il aimait beaucoup cette époque moyenâgeuse. Mais en même temps, il était de son temps. Il a quand même été l'un des premiers apôtres de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort. D'accord. Donc, avec le gorille, il a quand même pris parti, en fait. Discrètement, mais cette chanson a quand même été interdite pour ça. Sur les ondes dans les années 50. Comment passe-t-on des 400 coups qu'il a fait dans sa jeunesse à l'apprentissage de la poésie? Alors, l'apprentissage de la poésie, il l'a fait avant, en fait. Il a découvert la poésie à l'école, au lycée Paul Valéry, grâce à un prof qui s'appelle Alphonse Bonafé, qui était le secrétaire de Jean-Paul Sartre au Havre, et donc qui a été nommé au collège de Sète, ce qui est le lycée Paul Valéry aujourd'hui, et qui est arrivé un jour dans la salle de classe, dans la salle de français, avec un gramophone. On est en 37, hein. On est en 1937, avec un gramophone. Il a posé un disque de Duparc jouant Baudelaire, et il leur a dit, voilà, vous oubliez tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, vous oubliez Hérédia, vous oubliez tous les grands poètes,
Et il dit, pour moi, la poésie c'est ça. Et donc c'était la poésie mise en musique par Dupas. Et donc ça a été un choc pour ces gamins. En tout cas pour Brassens, ça en a été un. Il dit, moi j'ai découvert la poésie à ce moment-là et j'ai commencé à lire les poètes hors de ceux qui étaient obligatoires au niveau scolaire. D'accord. Donc la poésie, il l'a découverte avant de faire les 400 coups. Puisque les 400 coups, c'est l'année suivante. Mais je dirais que les deux ont été menés en parallèle. Alors, en 1946, il a créé le Parti préhistorique. Oui, c'est vrai. Vous savez? Oui, il a créé ce parti-là, alors, qui était un parti, on le qualifierait, je sais pas, d'écologiste aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Alors, c'était un parti le retour à la nature. qui visait surtout à tourner en dérision les autres partis politiques. Voilà, c'est ça. Et c'était le retour à la nature, mais réel. Enfin, essayer de vivre comme au temps de la préhistoire. Pour montrer pour démontrer l'absurdité des partis politiques, en fait. C'était ça l'idée de base. Et ils avaient créé un journal, mais qui n'est pas allé plus loin que le numéro 0. Mais l'idée, c'est... Oui, voilà, donc il n'a jamais été créé, en fait. Mais l'idée, c'était vous avez raison, de tourner en dérision tous les journaux politiques, en fait, les journaux engagés. Tous les partis politiques. Des partis, oui, bien sûr. Est-ce que Brassens... tous les journaux sont engagés, ou plus ou moins, mais... Est-ce que Brassens est utile à notre temps? À notre temps, oui, bien sûr. Oui, parce qu'il nous parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il nous parle toujours. Il nous parle toujours Il nous parle de quoi d'important aujourd'hui? Je sais pas, mais quand il écrit la chanson Le Pacifiste, on a l'impression que c'est contre la guerre du Vietnam, mais en fait pas du tout. Ça s'applique à toutes les guerres. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de guerre. Quand même, même une guerre. Enfin, si, il y a... Au Moyen-Orient, il se passe quand même des choses. Il se passe des choses, en Afrique aussi. Enfin, la société européenne est quand même très pacifiée. Oui, c'est plus il n'y a pas les mêmes enjeux. Il n'y a pas les mêmes enjeux qu'en 40. Il n'y a pas les mêmes enjeux, ça c'est sûr. On est dans une société de consommation. Surtout. Oui, bien sûr. Mais la guerre est larvée, elle existe. Quand on parle des hackers, le piratage, les cyberattaques, c'est quand même des guerres. Une guerre économique est une guerre quand même si ce n'est pas une guerre armée, même s'il n'y a pas des morts physiques, ça laisse quand même pas mal de gens sur le carreau. Donc le pacifisme de Brassens, moi j'entends qu'il nous parle encore aujourd'hui. Son œuvre est encore vivante. Son œuvre est toujours vivante, puisqu'elle est toujours chantée. On en est la 3e génération à peu près, donc c'est quand même fort. Il n'y a pas d'équivalent en fait dans son époque. C'est la légende de son siècle quelque part. Parce que si on compare à Brel, à Ferré, à Béard, à Barbara, ainsi de suite, ces chansons-là, même Ferré, n'arrivent pas à passer les générations, n'arrivent pas à être chantées par les enfants et les petits-enfants de ces gens-là. Pourquoi? Alors, il y a le problème musical qui joue, parce que c'est les chansons de Ferrat, Ferré, Brel étaient très orchestrées, alors que Brassens a toujours été minimaliste en termes d'orchestration. C'est probablement ce qui fait que les siennes passent le temps, et les textes sont, comme je le disais tout à l'heure, intemporels, pratiquement tous. Parce qu'il raconte des fables, en fait, et La Fontaine est toujours d'actualité. Ses morales sont toujours d'actualité. Donc Brassens, il l'est toujours aussi. Il y a quelque part des petites morales aussi dans ses chansons. Ce qui fait que ça nous parle, et ça parle aux jeunes. Alors pas à tous, mais moi je trouve que les hip-hoppers, les slammers, les rappeurs se l'approprient de manière assez juste. Parce que ce qui caractérise Brassens, c'est l'engagement, la provocation un peu, assumer des positions. Aujourd'hui, ça semble un peu hors jeu aujourd'hui. On est dans le... Voilà. Alors c'est vrai qu'il disait des choses qu'on ne pourrait probablement plus dire aujourd'hui. Un peu comme Coluche ou Desproges. C'est vrai, il était quand même en marge. Qu'est-ce qu'on pourrait plus dire aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Il y a des aspects quand même, quand il parle des femmes, il y a des moments où il a des aspects limite misogynes. Aujourd'hui, toutes les ligues de vertu lui tomberaient dessus. Quand il dit que les femmes avaient l'esprit pas beaucoup plus grand qu'un dé à coudre, c'est assez limite. Voilà. Parce que dans les années Brassens, il y avait un parti contre la société, là, le Parti communiste.
Oui, oui. Aujourd'hui, bon, on a le parti présidentiel qui est disruptif. Enfin, bon, il n'est pas vraiment contre la société, mais il se dit disruptif. Il est en même temps. Vous avez remarqué. Bien sûr. Oui. Et puis vous avez le RN qui a un côté tribunicien aussi, qui est un peu sur le mode cassure. Donc, on disait que Brassens était plutôt du côté du Parti communiste. Est-ce que c'est vrai ça? Ah, je t'ai dit, il n'aimait pas être encarté. Hein. Oui, sans être encarté. Donc il n'était pas encarté du tout. Donc il avait des amis communistes, mais il avait des amis de tout bord, puisqu'il avait pas mal d'amis dans... Par exemple, Blondin. Blondin était un ami assez proche, ou Macorlan. Donc il avait des amis, je veux dire, alors le centre, je ne sais pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais de droite comme de gauche, sans aucun état d'âme. Et il les réunissait à la même table. Il réunissait Fallet et Blondin sans aucun problème, alors que, politiquement parlant, ils étaient... Ou Chabrol, par exemple. Chabrol, qui était quand même un communiste, puisqu'il écrivait dans le bas. Ça ne lui a jamais posé de problème. C'était la bande de copains avant. Chabrol, le cinéaste? Non, Jean-Pierre Chabrol. Ah, d'accord. De Chambourrigaud. D'accord. Jean-Pierre Chabrol. Oui. Jean-Pierre Chabrol, donc le rebelle, en fait, qui a beaucoup écrit sur les camisards et tout ça. Et donc Jean-Pierre Chabrol écrivait beaucoup dans l'UBA, a reçu Brassens, a interviewé Brassens, il l'a reçu dans des émissions de télé qui s'appelaient Au coin du feu, je crois. Mais sans que jamais l'esprit parti communiste ne ressorte en fait des entretiens. Donc oui, c'est... Est-ce que vous avez une ou deux anecdotes qui caractérisent? Et il allait d'ailleurs, à l'époque où il chantait, où il venait à Sète, il revenait à Sète chanter, il était reçu par la municipalité communiste de l'époque, et puis après par les municipalités de droite, sans aucun état d'âme. Est-ce que vous avez quelques anecdotes qui caractérisent Brassens et qu'on ne connaît pas forcément? Non, je crois qu'on connaît tout aujourd'hui, il n'y a pas de secret non dévoilé. Je ne vais pas vous dévoiler des secrets. Non, mais des choses que vous racontez dans tous vos bouquins. Mais je raconte des tas de choses, mais c'est assez connu. Un truc marrant. C'est assez connu. Un truc marrant. Je ne sais pas de quel genre. Tellement de choses. C'est pas... Parce qu'on sort d'une année Covid. Oui, et Brassens, qu'est-ce qu'il aurait fait dans une année Covid, par exemple? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans une année Covid? Il aurait composé. Il aurait reçu ses copains, je pense, comme d'habitude. Il ne doit certainement pas porter le masque, j'imagine. Parce qu'il tapait quand même pas mal sur les flics, hein, ne l'oublions pas. Donc, quand même. Il a beaucoup tapé sur l'ordre établi. Tapé sur les flics, sur les juges. Qu'aurait pensé Brassens, politiquement correct aujourd'hui, qui gère la société, qui aujourd'hui, voilà, qui instaure un petit peu, qui structure la société? Insupportable. Il n'aurait pas pu accepter le politiquement correct. Ça n'existe pas pour lui. Ça n'existait pas à son époque. Non, ça n'existait pas. On est d'accord, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Les gens avaient des idées très affirmées, ils les défendaient ouvertement. Il n'y avait aucun problème. Enfin, ça pouvait poser quelques... Il y avait des accroches, mais... Aujourd'hui, on pouvait débattre de tout. Aujourd'hui, tout le monde pense la même chose. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un débat. Un débat d'idées, c'est difficile. La mauvaise réputation. Il s'en foutait d'avoir une mauvaise réputation ou il voulait avoir une bonne réputation? Alors, il s'en foutait pas vraiment parce que il pensait à ses parents, à sa mère surtout, qui était une fervente catholique, hein, à Sète. Et donc, quand il a fait ses 400 coups, là, quand il a... Enfin, ces 400 coups, c'est des petits vols, hein, c'est pas non plus des grosses affaires. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'agression physique. Mais suite à ça, il a quand même été obligé de quitter Sète, de monter à Paris. D'ailleurs, moi je dis toujours que c'est grâce à ces affaires de vol de bijoux que Brassens est devenu Brassens, en fait, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Parce que sans cette affaire-là, il serait resté à Sète, ou en tout cas il ne serait pas monté à Paris en 1940, donc au début de la guerre. Parce que le fait de monter à Paris en 1940 l'a obligé à rester les 5 années là-haut, sauf l'année du STO, où il a été obligé d'aller à Berlin pour aller monter des moteurs d'avion pour les Allemands, bon, dans le cadre du service de travail obligatoire. Mais sans cette période-là, il n'aurait pas pu écrire, composer comme il l'a fait, pas de la même manière en tout cas. Ça a été un peu sa rupture.
ça a été la rupture, oui, oui, c'était une vraie rupture, parce que quand il est arrivé à Paris, chez sa tante, donc Antoinette, il a découvert chez sa tante un piano. Et donc, et là, il est tombé en admiration devant ce piano, il n'en avait jamais vu jusqu'à présent. Et là, il a commencé à composer, enfin, d'abord à refaire les musiques des gens qu'il aimait bien, des Traînés, des Ray Ventura, toute cette époque-là, des années 30, des swingers en fait, des jazzmen américains qui commençaient à venir. C'est cette musique-là qu'il aimait. Et donc il a essayé de la retravailler au piano, il ne connaissait pas la musique, donc il composait d'oreille, ou il rejouait d'oreille, et ensuite il a mis de la musique sur ses propres poèmes. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Donc s'il était resté à 7 sans piano, il serait peut-être devenu poète, mais peut-être pas forcément chanteur, ou auteur, compositeur, interprète. Et Brassens et les femmes, là, on parlait de misogynie tout à l'heure. Oui, j'ai d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus, Les jolies fleurs et les peaux de vache. Ouais. Oui, sur les rapports de Brassens et les femmes. Aussi bien dans ses chansons que dans la vie. On ne voit jamais avec des femmes. Il a eu beaucoup de femmes. Rassurez-moi. Eh ben, par exemple, alors une anecdote, c'est qu'il a été à un moment donné avec 3 femmes importantes dans sa vie. Donc, Jeanne, chez laquelle il a vécu pendant 25 ans. Jeanne Planche, donc, qui habitait impasse Florimont. Donc, il y a vécu de 1945 à 1967. D'accord. Il avait vécu un petit peu avant, mais bon, vraiment de manière discontinue de 45 à 67. Et c'était un ménage à 3, puisque Jeanne était mariée, et ils vivaient tous les 3 dans cette impasse, dans 45 mètres carrés. D'accord. D'accord. Jeanne avait 30 ans de plus que lui, donc oui. C'était son amante, donc elle était follement amoureuse de lui, lui aussi d'ailleurs. Et après, je dirais que ça a évolué vers un rapport plutôt mère-fille, un rapport maternel. Pendant ce temps-là, il avait rencontré Pupchen, donc son estonienne, donc, qui est la femme de sa vie en fait, qu'il n'a jamais épousée, la fameuse non-demande en mariage. Donc il l'a rencontrée en 47, donc elle lui a fermé les yeux en 81, donc ça a été toujours son fil rouge. Ils n'ont jamais vécu ensemble, ils ne se voyaient que sur rendez-vous de temps en temps. D'accord. Sauf dans les maisons de campagne, bon, sauf que 2 ou 3 semaines par an, mais sinon c'était que sur rendez-vous. Et dans la période 52-54, il était également avec Patachou. Patachou qui l'a fait démarrer, qui l'a poussé sur scène. Donc il était en même temps avec Patachou, Jeanne et Pupchen. Voilà. On voit jamais avec des femmes pour les 3. Enfin, ouais. Ça avait l'air de bien fonctionner. Enfin, plus ou moins bien. On n'était pas dans l'alcool, mais voilà. C'est une anecdote intéressante de ce point de vue-là. Donc oui, des femmes, il en a eu quelques-unes. Et d'ailleurs, on les retrouve soit dans ses chansons, soit dans les interviews. Puisqu'il disait de toute façon, quand on voulait faire l'amour à une femme, il fallait soit se marier avec elle, soit aller avec une femme mariée. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi cette simplicité donc, j'ai une anecdote intéressante de ce point de vue-là. C'est que les renseignements renseignements généraux ont des fiches bleues. D'accord. À une époque, les renseignements généraux faisaient des fiches bleues sur des individus. Brassens, en 1949 et 1950 et 1952, avait déjà ses fiches bleues. Et il était accusé de complicité d'adultère. Il n'était pas encore célèbre, puisqu'il a été célèbre en 1952. Donc il était déjà fiché chez les RG avant d'être célèbre. Parce que, voilà, complicité d'adultère, certains maris cocus avaient porté plainte. Donc oui, c'est quelque chose qui n'est pas connu, très peu connu. Mais c'est pour ça qu'on retrouve l'adultère, les maris cocus, on les retrouve assez souvent dans ces chansons. D'accord. C'est une histoire vécue. Donc, pourquoi cette simplicité dans le texte, ce minimalisme on a l'impression que derrière, il se cache un immense travail, mais c'est ciselé, les textes sont ciselés. Oui, c'est pas forcément minimaliste, parce que c'est énormément de travail, et c'est... minimaliste. Le mot est à sa place, quoi. Le mot est à sa place. Le mot est à sa place, il est très compliqué. On demande souvent à des étudiants de réécrire des poèmes à leur manière, donc de changer des mots, de changer des rimes. On peut le faire assez facilement chez certains poètes, on peut le faire chez Hérédia, même chez Hugo, c'est assez facile, entre guillemets. Chez Baudelaire, c'est très compliqué, et chez Brassens, c'est quasi impossible. Très très difficile. Moi j'ai essayé de faire l'exercice aussi à un moment, ça donne rien, c'est plat. Non, il était vraiment très très fort. Mais alors ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on étudie ces brouillons de chansons,
c'est environ entre 50 et 80 pages de brouillon pour écrire 2 pages de chansons. Donc il réécrivait, il raturait énormément. Et cette sobriété-là, une chaise, une guitare. Et ça, c'est l'interprétation. Et une contrebasse. Une contrebasse. Absolument, oui. Il a toujours dit qu'il... Alors, autant ses musiques sont fortes, sont riches, il a toujours dit qu'il ne souhaitait pas les mettre en avant pour donner la primeur au texte. Ça, c'est son truc. Il voulait toujours mettre le texte en avant. Donc aujourd'hui, Brassens a 100 ans, aurait 100 ans. Oui, le 22 octobre prochain. Voilà, donc il est très actuel, d'après ce que vous venez de nous dire. Oui. Alors vous avez organisé, vous avez écrit plusieurs bouquins, 6 bouquins sur Brassens, je rappelle. J'en profite aussi pour dire que La Glorieuse sera un bouquin de dessin de presse qui est réalisé par 64 dessinateurs de presse nationaux et qui illustre chacun une phrase de Brassens. Voilà. Donc il va y avoir donc des festivités à Sète sur un bateau, le Rock'n'Roll. Exact. Un bateau expo. C'est ça, on peut appeler ça. C'est un bateau expo, oui, c'est un bateau phare. Bateau restaurant, expo. Exact, bar. Où France Bleu va venir faire des animations. Tout à fait. On a déjà démarré depuis bientôt 2 semaines, depuis le 9 juin. Voilà. Et d'ailleurs, ce soir, c'est la fête de la musique, on continue. Et puis, ça continue jusqu'à la fin de l'année, en fait. On va avoir des événements. Donc des conférences, des tables rondes, des concerts, des rencontres. Donc avec La Glorieuse et l'ouvrage, là, il va y avoir des dessinateurs de presse. Voilà, qui vont venir effectivement dessiner devant le public. Dessiner devant le public. Oui, tout à fait. Qui vont venir dessiner Brassens. Donc, c'est 3-4 semaines, c'est 3-4 concerts par semaine. Oui, je dirais oui. Une fête populaire. Et qu'est-ce que vous avez comme événement vraiment original que vous pouvez donner là maintenant? Comme par exemple, j'ai Joël Favreau qui vient le 16 juillet. Joël Favreau qui était le dernier guitariste de Brassens, qui était présent dans ses deux derniers disques, voilà, qui était vraiment très très proche de lui. C'est à peu près le seul proche qui nous reste aujourd'hui. Le contrebassiste, il est toujours là? Non, il est décédé également. Pierre Nicolas. Oui. Non, donc il n'y en a plus beaucoup. Et Joël Favreau doit avoir 82, donc... D'accord. Effectivement, c'est la génération suivante par rapport à Brassens. Donc vous m'avez dit qu'il allait avoir... Donc il y a par exemple, il y a par exemple Michel Onfray qu'on va recevoir le 27 juillet, pour une causerie au coin du phare, hein, comme je les appelle, sur l'aspect libertaire de Brassens. Ça va être ça le thème. J'ai par exemple le 6 et 7 juillet, on va fêter les 400 ans de La Fontaine. Donc on a 2 événements, le 6 et le 7 juillet, pour La Fontaine, parce que La Fontaine était les fables étaient le livre de chevet de Brassens, donc il a beaucoup puisé dedans. Voilà, donc c'était une manière de rendre un double hommage. Lundi et mardi prochain, 28 et 29 juin, on fête également le centenaire de San Antonio. Donc en fait, c'est tous azimuts, on ne fait pas que du Brassens. On fait aussi les amis, les proches. Et donc là, on a Yves Zuro qui vient faire un concert, Yves Zuro qui chante Brassens de manière tout à fait remarquable également. Ça se passe où, ça? Ça se passe toujours sur le bateau. Sur le bateau ou devant le bateau, en fait. On a 2 scènes, hein, une qui est à l'intérieur, une salle cabaret, donc pour une 120 places, et une scène extérieure, donc de 500 places, en fonction des concerts. Donc on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, donc en général, on termine nos entretiens par des questions chapeau. Donc si vous voulez bien choisir une question. Alors, je ne pense pas être un poète. Un poète, ça vole quand même un peu plus haut que moi, disait Brassens. 3 chansons qui illustrent le Brassens poète. Saturne qui est une formidable chanson pour la femme, je veux dire pour les femmes, mais pour la femme qui représente... c'est une belle chanson d'amour, pour moi c'est aussi beau que Quand on n'a que l'amour, voilà, de Brel. Deuxième chanson qui illustre Brassens poète,
Je dirais, que la mauvaise réputation est typique du Brassens poétique, anarchiste, libertaire, rebelle. Voilà, c'est de la poésie aussi, forte. Et la troisième, je prendrais le blason. Le blason, qui est une chanson sur le sexe féminin. Et en fait, je trouve qu'il lui a... les noms qui désignent le sexe féminin sont jamais géniaux. Il n'y a jamais des poètes qui ont inventé des noms subtils pour décrire le sexe féminin. Et je trouve que le blason représente vraiment ce qu'est le sexe. Et cette chanson, ce poème est absolument de toute beauté. Et je terminerai, j'en citerai un quatrième, c'est la supplique. Pour être enterré à la plage de Sète, puis là, quand on est c'est toi, on ne peut pas l'oublier celle-ci. C'est devenu l'hymne c'est toi. D'accord. Voilà 4, donc au lieu de 3. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Merci la glorieuse.